James et Monsieur Foster sont un couple marié fortuné qui profite de vacances all inclusive sur une plage d'une île isolée d'un pays du tiers-monde. Par moments, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ils sont là ni pourquoi ils ont voyagé si loin, mais Em est prête à soutenir son mari en tout, tant qu'il trouve l'inspiration pour écrire un nouveau livre. Leurs conversations routinières et leurs loisirs monotones prennent brusquement fin lorsque James remarque sur la plage un habitant à l'allure sauvage qui attire l'attention de la foule en roulant en quad. C'est là que James rencontre Gabby, une véritable admiratrice de son travail, qui n'a pas seulement lu son livre mais en est obsédée, et l'invite à dîner avec elle et son mari. Ce soir-là, les deux couples se retrouvent dans un restaurant local où Albin et Gabby parlent d'eux-mêmes. Gabby est actrice et démontre immédiatement son talent en se faisant passer pour faible et maladroite afin de promouvoir des produits que les gens auront envie d'acheter. Un peu plus tard, James et Gabby décident de danser et l'homme réalise que son attirance pour la jeune femme charmante est bien trop forte, il ne peut détacher ses yeux d'elle et commence à fantasmer sur une intimité malgré son mariage et le fait que Gabby est un mari. Cela ne l'empêche pourtant pas d'accepter de la revoir, d'autant plus que Gabby est la première et la seule fan de son écriture. Le lendemain matin, les deux couples décident de quitter le complexe sécurisé pour partir pique-niquer, ce qui est strictement interdit puisqu'ils se trouvent sur une île appartenant à un pays pauvre du tiers-monde, mais l'argent règle facilement le problème, non seulement ils quittent sans difficulté la zone clôturée et surveillée, mais ils louent aussi une voiture pour parcourir l'île. En chemin, ils croisent des habitants démunis et remarquent leurs regards hostiles, sans y prêter attention, car l'argent leur donne un sentiment total de liberté. En se relaxant au bord de la mer, Albin demande à Em pourquoi elle a choisi James comme mari alors qu'il est un écrivain raté n'ayant publié qu'un seul livre. Em avoue qu'elle est tombée amoureuse de lui précisément parce que son père le méprisait et voulait pour elle un mari plus convenable. Le père de Em est un riche et célèbre propriétaire de maison d'édition qui n'a jamais voulu qu'elle s'implique avec un écrivain, ce qui flatte James, même si son attention est de plus en plus attirée par la lointaine et envoûtante Gabby. Lorsque James s'éloigne dans les buissons pour se soulager, Gabby le suit, sans dire un mot, lui procure du plaisir, l'invitant silencieusement à trahir sa femme. Tard dans la nuit, les couples décident de rentrer au resort, mais Albin et les autres sont trop ivres pour conduire, et James se charge de les ramener. En chemin, les phares de la voiture commencent à dysfonctionner, en tentant de régler le problème pour mieux voir la route. James perd sa concentration et détourne les yeux quelques secondes, suffisamment pour qu'un fermier apparaisse devant la voiture et soit percuté. En se réveillant après l'accident, Em, Gabby et Albin n'en croient pas leurs yeux, paniquent, crient et se disputent pour décider quoi faire ensuite. Em et James veulent appeler une ambulance ou aller à la police, mais Albin et Gabby insistent pour laisser le pauvre homme à son sort, car les prisons locales sont d'une cruauté extrême, les femmes pouvant être réduites en esclavage sexuel et les hommes exécutés pour n'importe quel crime. Refusant de risquer le même sort, les quatre prennent la fuite et, de retour au resort, prétendent s'être perdus et avoir quitté le périmètre par accident, suppliant qu'on les laisse rentrer. Le lendemain matin, James est réveillé par des coups insistants à la porte et, en l'ouvrant, il voit plusieurs policiers venus à l'hôtel pour l'arrêter pour le crime. James et Em sont placés en garde à vue et conduits au commissariat le plus proche, où ils sont séparés dans différentes salles pour être interrogés. Terrifié et paniqué par la situation, James obéit à toutes les demandes, remet ses vêtements en attendant l'interrogatoire et rencontre bientôt le détective Tresh, le neveu de l'homme qui leur a loué la voiture, lequel lui demande d'abord de témoigner qu'ils ont volé le véhicule, tout en le prévenant que sa coopération ne réduira pas sa culpabilité. James a tué un fermier innocent et, selon la loi locale, le fils de la victime doit se venger. Si le défunt n'a pas d'enfant, la responsabilité de l'exécution revient à l'État, mais le fermier a un fils de 13 ans, et c'est lui qui doit punir James pour ses péchés. Le écrivain est choqué par ces lois, mais le détective lui explique qu'il existe un programme gouvernemental spécial créé pour les étrangers. Avec suffisamment d'argent, James peut racheter sa vie et payer la création d'un double, afin que la justice soit rendue tout en restant en vie et en pouvant retourner au resort. Peinant à croire que tout cela est réel, James signe l'accord et retire de l'argent à un distributeur pour payer sa liberté, puis, quelques heures plus tard, des médecins l'escortent vers un laboratoire spécial où des personnes sont clonées pour être ensuite exécutées. James est placé dans une petite chambre qui se remplit de liquide, après quoi il subit un violent mal de tête et des hallucinations, étape nécessaire pour copier sa mémoire, sa conscience et ses souvenirs personnels, avant de se réveiller dans une chambre d'hôpital aux côtés de Em, apprenant que le clone a été créé avec succès et qu'il a même le droit de le voir. La vue de lui-même de l'extérieur terrifie l'écrivain. Mais ce n'est pas la dernière surprise du détective. Selon la loi locale, il est obligé d'assister à sa propre exécution et peut la regarder depuis les gradins comme s'il était au cinéma. En se rendant dans une zone de service, James et Em voient le clone enchaîné à une poutre en bois pendant qu'on amène le fils du fermier. Un couteau à la main, le garçon punit le meurtrier de son père en le poignardant plusieurs fois dans le ventre, convaincu que justice a été rendue. En assistant à la scène, Em est horrifié, tandis que James ressent du plaisir face à l'absence totale de conséquences, cachant à peine un sourire. Après l'exécution, on lui remet les cendres du clone en guise de souvenir. De retour à l'hôtel, Em réserve en urgence des billets pour le premier vol disponible et supplie son mari de quitter le pays au plus vite. James accepte, mais lui apprend que son passeport a disparu. Il fouille la chambre, mais ne trouve pas les documents, ce qui les oblige à rester encore plusieurs jours. Peu après, James se rend à la réception pour demander au gérant de prolonger la location de la chambre d'une semaine. Là, il tombe sur Gabby, qui le supplie d'avoir une conversation en privé.
Elle promet de lui expliquer pourquoi elle et Albin ont témoigné contre lui. On découvre qu'Albin est un architecte prospère, concepteur de la plupart des complexes de l'île. Il y a quelque temps, il a construit un nouvel hôtel avec une piscine à débordement. La piscine était transparente pour permettre aux voyeurs d'observer les gens dans leurs ébats en contrebas, mais la structure s'est effondrée, tuant plusieurs personnes. Albin et Gabi ont été condamnés à mort et ont alors découvert les particularités du système judiciaire local. En payant pour l'exécution de leur clone, ils ont découvert le charme de la vie sur l'île. Pourtant, ils gardent une haine profonde envers le fonctionnaire local qui a reçu un prix d'État pour l'hôtel conçu par Albin. Après cela, Gabi invite James à rencontrer d'autres ressuscités. Charles, Jennifer, Bix et le docteur Modon forment un groupe d'individus fortunés qui ont eux aussi payé pour leur propre exécution. Ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent, sachant que la loi locale leur permettra toujours d'acheter leur liberté. La seule question qui trouble le docteur Modon est celle d'une éventuelle erreur, et si la mauvaise personne était exécutée? Cette pensée terrifie James, car il était inconscient durant la procédure et il est possible qu'il soit le clone, tandis que le véritable écrivain a été tué par le fils du fermier. La plupart du groupe ne se préoccupe pas de cette éventualité. Le plaisir est tout ce qui compte, et ici ils peuvent s'y adonner sans limite à abus d'alcool, manipulation d'armes à feu. Le groupe décide de rendre visite au fonctionnaire local pour réclamer le prix d'État qui revient de droit à Albin. James se voit offrir un choix, les rejoindre ou prendre une balle dans le ventre et faire ses adieux à la vie. Les menaces ne l'effraient plus comme avant, car agir sans conséquence est devenu bien plus séduisant. Acceptant un nouveau crime, James accompagne les autres pour cambrioler une boutique de souvenirs, dérobant plusieurs masques grotesques pour cacher leur visage. Perdus tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les riches élites se dirigent vers un manoir isolé perché sur une falaise. En cherchant une entrée, James croise une servante et l'attaque pour l'empêcher de crier. Les autres envahissent la maison et commencent à la fouiller. Ils trouvent le fonctionnaire et sa jeune maîtresse au lit, interrompant leur moment intime. Tandis que James tient les 3 otages en joue, les autres retrouvent la médaille et la remettent à Albin, convaincus d'avoir le droit de prendre tout ce qu'ils veulent. Leur rappelant leur totale impunité, Gabi pousse James à ne pas avoir peur et à tirer, exécutant un des otages. Malgré sa passion pour la femme de l'architecte, l'écrivain ne peut se résoudre à commettre un meurtre et refuse. Albin remarque leur conversation privée et intervient, non par jalousie, mais par curiosité. Il permet à Gabi de flirter avec le mari d'une autre femme et veut que sa propre épouse tue l'un des otages. Au moment où la femme s'apprête à tirer son premier coup, un garde qui s'était caché apparaît dans la pièce, ouvre le feu et blesse Albin à la jambe, plongeant la scène dans le chaos et la panique. Tentant de sauver son mari, Gabi tire de manière incontrôlée, tuant le garde ainsi que 3 des otages. Peu après, le groupe de riches élites retourne au resort et se cache dans la chambre de James. M est terrifiée et choquée par ce qui s'est passé, mais son mari l'exhorte à ne pas paniquer et à ne dire à personne qu'Albin est blessé et se vide de son sang. Le matin venu, un groupe de 7 personnes fortunées est arrêté par la police et préparé pour l'exécution, sachant qu'il ne s'agit que d'une formalité, ils paient une nouvelle fois pour leur liberté et attendent que les clones soient prêts. Se considérant beaucoup trop importants, ils se plaignent des conditions locales, critiquant la salle d'attente pour l'absence de fontaine à eau, de canapés confortables et de télévision. Bientôt, le détective apparaît et annonce une nouvelle choquante, les élites sont allées trop loin et le gouvernement local a décidé de réviser les lois, leur limite d'impunité étant atteinte, une décision a été prise d'exécuter les véritables riches criminels sans aucune possibilité de clonage. Les 7 tentent de résister, mais sont tous conduits dans une zone de service où tout est prêt pour l'exécution. À un moment donné, James parvient à saisir un couteau et à attaquer les gardes, mais il perd le combat et devient le premier à être exécuté, après quoi la police exécute Gabi, Albin et les autres élites. Cela semble être la fin de l'histoire, mais tout ce qui se déroule n'est en réalité qu'une mise en scène, les véritables riches sont assis à proximité, regardant tout comme un film survolté, tirant encore plus de plaisir de la violence insensée et du tourisme hédoniste. Un peu plus tard, James revient dans la chambre d'hôtel avec une autre urne contenant les cendres de son clone. M est terrorisée et supplie son mari de quitter l'île au plus vite, mais il lui rappelle que son passeport a disparu. Elle ne veut plus attendre, effrayée non seulement par tout ce qui s'est passé, mais aussi par la transformation profonde de son mari. En plongeant son regard dans celui de James, elle voit un homme sans émotion, englouti dans la dépravation et la permissivité totale. Lassée de supporter son comportement, elle le quitte immédiatement, le couple se dispute et finit par se séparer. James est profondément bouleversé par les événements et décide de s'isoler sur la plage, où Gabi le retrouve, le séduit et ne voit que des aspects positifs dans son conflit avec sa femme. Après l'avoir embrassé, Gabi l'invite chez elle pour se détendre et utilise une plante interdite aux propriétés aphrodisiaques provoquant également des hallucinations. Après avoir inhalé la fumée, ils s'embrassent et entrent dans un état altéré où ils ne contrôlent plus totalement leurs actes ni leurs émotions. En faisant l'amour avec Gabi, James est à peine conscient de lui-même, observant de l'extérieur tandis que les autres élites commencent à les rejoindre, et les hallucinations deviennent si intenses qu'il est impossible de savoir si tout cela n'est qu'un rêve ou s'il participe à une débauche collective où chacun désire chacun. Le lendemain matin, James se transforme pratiquement en porc, abandonnant toute morale et toute inhibition. Pendant le petit déjeuner, il crache sur les autres clients et leur jette de la nourriture, sachant qu'il a le droit de tout faire.
À un moment donné, ses nouveaux amis proposent une étape encore plus folle, commettre un crime pour lequel ils n'auront rien à payer, tandis que les locaux profitent de la création et de l'exécution des clones. L'élite suggère d'enlever et de tuer le détective afin qu'ils ne puissent plus tirer profit de leurs escapades mineures. Et James accepte avec enthousiasme, persuadé que ce sera amusant. Ce soir-là, le groupe arrive à la clinique où Tresh suit un traitement, pendant que James reste à l'extérieur pour sécuriser le périmètre. Les autres se faufilent à l'intérieur pour enlever le détective. À un moment donné, la sécurité manque de renverser James avec un véhicule de service, mais les autres expliquent cela comme une trahison du garde envers le détective. Ils prennent la fuite, permettant ainsi aux élites d'enlever Tresh pour le passer à tabac et éventuellement l'exécuter. Après avoir amené l'officier à l'hôtel, les autres encouragent James à s'amuser, perdant tout contact avec la réalité et sans crainte des conséquences. James frappe le détective et urine sur lui pour affirmer sa domination. À un instant, Gabby enlève le sac de la tête de l'officier et révèle que ce n'est pas Tresh, mais encore un autre clone de James, ce qui le terrifie au point qu'il s'enfuit et s'enferme dans sa chambre. Même l'alcool et les substances illégales ne parviennent pas à le détourner de l'horreur absolue de tout ce qui se passe autour de lui. Gabby tente de calmer James, allant jusqu'à proposer d'utiliser le clone pour une expérience sexuelle inhabituelle à trois, mais il l'ignore. Tout ce temps, James avait caché son passeport sous l'évier et était resté volontairement sur l'île, mais désormais il ne voulait plus qu'une chose, partir au plus vite. Le lendemain matin, dissimulant son visage derrière des lunettes de soleil et un chapeau, James monte dans un bus en direction de l'aéroport. En chemin, un groupe d'hommes riches arrête le bus et tire sur la vitre près de laquelle James est assis, exigeant le retour de leur compagnon et menaçant de tuer tout le monde s'il n'obéit pas, le forçant à descendre. Il semble que la situation ne puisse pas empirer, mais ce n'est que le début du cauchemar et de la révélation de la vérité. Gabby et les autres avouent que tout ce qui s'est passé n'était qu'un jeu, James étant leur jouet principal. Ils n'ont jamais été ses amis, l'ont utilisé pour pervertir son esprit avant de projeter de le tuer, faisant de lui une victime de sa propre indulgence. Il ne le connaissait pas et n'avait même jamais lu son livre, car James n'était pas un véritable écrivain, seulement un échec complet. Pour le prouver, Gabby lit à voix haute la critique d'un expert expliquant que la popularité du livre provenait uniquement du fait que le beau-père de James était un riche propriétaire de maison d'édition ayant financé les débuts de son gendre. Au moment où Gabby laisse tomber une bouteille de vin sur le capot d'une voiture, James se jette sur elle en tentant d'attraper l'arme. Échouant, il s'enfuit et disparaît parmi les arbres, tandis que Gabby tire dans sa direction et le blesse à la jambe. Il ne s'arrête pas et, à la tombée de la nuit, atteint la propriété d'un fermier local où il finit par perdre connaissance. Heureusement, les fermiers le cachent dans une grange et soignent sa blessure. Lorsque James reprend conscience, il voit le fils du fermier debout au-dessus de lui, qui l'attaque en tentant de l'étrangler, avant que James ne comprenne qu'il s'agit encore d'une horreur surréaliste née de son esprit. Retrouvant le sens de la réalité, il sort et découvre que les hommes riches l'ont retrouvé, ont encerclé la ferme et tué tous ceux qui y vivaient. Tout n'était qu'un jeu depuis le début, mais James a fait preuve de résistance et de courage lors de l'ultime épreuve. Les riches acceptent de ne pas le tuer et lui offrent même une place parmi eux, à condition qu'il réussisse un dernier test, affronter un chien, non pas un véritable animal, mais son propre clone. La copie de James marche à quatre pattes, tenue en laisse comme une vraie bête, obéissant docilement à leurs ordres. James pourrait prendre un couteau et tuer le clone, mais il refuse, jugeant cela trop immoral. Le clone, obéissant comme un animal, suit l'ordre de Gabby et se jette sur James en le mordant aux mains et au cou. Confronté à un combat où un seul peut survivre, James lutte et finit par vaincre le clone, cédant un instant à nouveau au sentiment d'impunité en lui écrasant brutalement le visage. Gabby, félicitant le vainqueur pour avoir franchi l'ultime étape, le nourrit à son sein ensanglanté, le berçant comme un bébé. Quelque temps plus tard, la saison du resort s'achève et la saison des pluies approche. Après avoir vécu tout ce temps à l'hôtel, James achète un billet pour rentrer chez lui et appelle sa femme pour l'avertir qu'il reviendra bientôt. Rangeant 3 bocaux contenant les cendres de ses clones dans sa valise, James monte dans un bus pour l'aéroport et voit Gabby, Albin et les autres retourner à des vies ordinaires, avec leurs propres problèmes, objectifs et rêves, contrairement à eux. James ne ressent plus le besoin de se cacher derrière une façade de normalité. Cette île était un lieu de jouissance totale et d'impunité, et cela lui plaisait. Il s'était décomposé de l'intérieur en tant qu'être humain et n'avait plus sa place dans le monde normal. L'acceptant, James retourne à l'hôtel, profite de la pluie et songe au prochain crime qu'il commettra.